Salut à toutes et à tous, c'est les principes talosiens. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de résumé d'ouvrages philosophiques. Aujourd'hui, on va plonger dans le résumé d'une œuvre qui pourrait paraître presque anecdotique à certains, voire inintéressante, intitulée « Vie, doctrine et sentences des philosophes illustres » de Diogène Laërce. Pour rendre cette lecture plus intéressante, je vous propose d'adopter une approche un petit peu différente de d'habitude. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, un petit peu de contexte. On sait peu de choses sur Diogène Laërce. On sait qu'il a vécu entre 180 et 240 après Jésus-Christ, et qu'il était originaire de Cilicie, une région correspondant à l'actuelle Turquie du Sud. Diogène n'était pas un philosophe à proprement parler, mais plutôt ce qu'on appelle un doxographe, c'est-à-dire quelqu'un qui se contentait de rapporter les doctrines des autres sans forcément les développer ou les critiquer. Peu d'écrits de lui nous sont parvenus, et son œuvre principale est justement celle que nous allons explorer aujourd'hui. Ce livre retrace la vie et les pensées de nombreux philosophes ayant vécu avant lui, comme Socrate, Platon, Aristote, mais également Héraclite, Anaximandre ou encore Pythagore. Pourquoi alors qualifier son œuvre d'anecdotique et d'inintéressante ? Eh bien, tout simplement parce que Diogène Laërce se focalise avant tout sur la biographie des philosophes, là où on attendrait une analyse plus approfondie de leur doctrine, ou du moins qu'ils s'attardent davantage sur leurs pensées que sur les détails de leur vie. Ce qui constitue une faiblesse est aussi, paradoxalement, une certaine forme de richesse. Diogène est aujourd'hui l'une des principales sources d'informations sur des penseurs comme Démocrite, Thalès, ou encore les premiers stoïciens tels que Zénon d'Élée et Chrysippe, dont les écrits sont rares, voire inexistants. Pire encore, lorsqu'il tente d'expliquer les doctrines philosophiques, ses interprétations sont souvent approximatives et parfois même erronées. Pour couronner le tout, il s'essaie régulièrement à la poésie, avec un talent plus que discutable, allant parfois jusqu'à frôler le gênant. Mais alors, me direz-vous, pourquoi résumer l'ouvrage d'un auteur qui semble si maladroit, voire limité intellectuellement ? La réponse est simple. Malgré cette apparente simplicité, Diogène reste, comme je l'ai dit, l'une des sources majeures de notre connaissance sur plusieurs grands philosophes de l'Antiquité. C'est pourquoi je vous propose une approche différente. Au lieu de suivre l'œuvre dans son déroulement linéaire, je vais volontairement mettre de côté les philosophes déjà bien connus, et dont j'ai résumé les œuvres, même lorsque Diogène leur consacre de longs chapitres, pour me concentrer sur ceux dont il rapporte la pensée, mais dont nous n'avons que peu, voire pas d'écrit. Alors, soyons clairs, tout n'est pas à jeter dans l'œuvre de Diogène. Enfin, si, sa poésie peut-être. Par exemple, il établit une sorte d'organigramme, répertoriant et regroupant les philosophes par école. Le fait est que si on s'intéresse à l'aspect philosophique plus qu'à l'aspect historique, ce classement est discutable, et une fois encore, on peut reprocher à Diogène d'avoir adopté une approche quelque peu simpliste. Plutôt que de regrouper les penseurs en fonction de la similarité de leurs idées, il les classe avant tout selon leur filiation, en reliant par exemple un maître à ses disciples. Et ceci donne l'impression d'une organisation arbitraire, et finalement assez peu pertinente sur le plan philosophique. Par exemple, il affilie Empédocle à l'école pythagoricienne et Anaximandre à l'école de Thalès. Or, il aurait peut-être été plus intéressant de regrouper ces deux philosophes dans un même groupe, leurs doctrines métaphysiques et épistémologiques présentant quelques similarités intéressantes. Quoi qu'il en soit, même en mettant de côté les philosophes les plus connus, l'ouvrage de Diogène mentionne un trop grand nombre de penseurs pour que nous puissions tous résumer leurs pensées. C'est pourquoi j'ai sélectionné ceux qui me semblent les plus pertinents à évoquer, en mettant l'accent sur leur doctrine. La sélection a été assez difficile parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur chacun d'entre eux. Néanmoins, il a fallu faire un choix pour cette vidéo, et les philosophes que j'ai choisis sont Anaximandre, Anaxagore, Empédocle, Xénophane, Chrysippe et Zénon d'Élée. Commençons par Anaximandre, élève de Thalès, qui vécut entre 610 et 546 avant Jésus-Christ. Il est surtout connu pour son concept de l'apeiron, qu'il considère comme le principe fondamental de toute chose. Contrairement à Thalès, qui voyait l'eau comme l'élément primordial, Anaximandre postule une origine plus abstraite et indéterminée. L'apeiron est infini
éternel et indestructible, et il ne peut pas se réduire à des éléments connus, comme l'eau, le feu, l'air ou la terre. Il est en mouvement perpétuel, englobant tout et générant l'univers dans un processus dynamique et incessant. Cette idée d'une force primordiale en constante transformation n'est pas sans rappeler la pensée d'Héraclite, qui d'ailleurs s'est sans doute inspiré de lui. C'est une conception révolutionnaire pour son époque. Anaximandre est l'un des premiers à proposer une explication rationnelle et en même temps abstraite du monde, et qui rompt avec les explications purement mythologiques. Il ne s'arrête pas là et élabore des théories audacieuses sur la formation du cosmos, l'origine des astres et même l'évolution des espèces. Comme si cela ne suffisait pas, il aurait également dessiné l'une des premières cartes du monde connues. En bref, Anaximandre est une des figures fondamentales de la pensée grecque, voire même occidentale. Il est l'un des premiers à délaisser les explications mythologiques pour rechercher des causes plus rationnelles et universelles. Selon le physicien Carlo Rovelli, Anaximandre pourrait même être l'un des précurseurs de la méthode scientifique, car bien avant Aristote, il tente de comprendre la nature à travers une approche rigoureuse et argumentée. Parlons à présent de Xénophane, à ne pas confondre avec Xénophon, l'apprenti de Socrate. Xénophane est un philosophe qui a vécu entre 570 et 475 avant Jésus-Christ, et il a peut-être été le maître de Parménide. Néanmoins, nous n'en sommes pas certains, mais en tout cas, il l'a grandement influencé. En fait, il est surtout l'un des premiers à critiquer les dieux tels qu'ils sont décrits par Homère et Hésiode, et il est sans doute le précurseur du monothéisme philosophique. Il rejette les représentations classiques des dieux de l'Olympe en disant que les hommes les façonnent souvent à leur image. Il dit que selon les critères physiques d'un peuple X ou Y, les dieux ne seront pas illustrés de la même manière. Par exemple, chez les Éthiopiens, les dieux seront noirs, alors que chez les Thraces, ils seront roux aux yeux bleus. Il propose un dieu unique, immobile, omniscient et non anthropomorphe, qui contrôle et régit tout l'univers par la pensée. Il affirme également que le savoir ou la vérité absolue ne peuvent pas être atteints. L'homme est limité et au mieux, il pourrait simplement s'approcher de la vérité au travers de la recherche et de l'expérience. Pour finir, Xénophane est le fondateur de l'école qu'on appelle l'école éléatique. La doctrine principale de cette école consiste à dire que toutes les connaissances nous venant des sens sont assujetties au doute et sont sujettes à caution. Au final, les seules connaissances certaines étant celles découlant de la raison pure. On peut dire que Xénophane est le précurseur du rationalisme. Passons à Empédocle. Empédocle a vécu entre 495 et 435 avant Jésus-Christ, et il est connu pour sa philosophie un peu mystique. Cette philosophie propose une théorie physique fondée sur 4 éléments fondamentaux: l'eau, l'air, le feu et la terre. Selon lui, l'univers n'est qu'un mélange de ces différents éléments. Il va même plus loin dans la fantaisie. Il existerait 2 forces cosmiques, l'amour et la haine, qui régiraient l'univers. L'amour, de son côté, unirait les éléments, et la haine les diviserait, provoquant alors changement et destruction. Il propose également une théorie moins farfelue sur l'évolution. Il dit que les créatures vivantes seraient issues d'un processus de sélection naturelle, où seules les formes les plus viables, les plus résistantes, auraient su s'adapter et auraient survécu. Il retombe néanmoins un petit peu dans son mysticisme, car il se considère lui-même comme un prophète et il défend l'idée de la transmigration des âmes, ou plus simplement dit, de la réincarnation, qui est une pensée finalement assez proche des croyances pythagoriciennes. En résumé, Empédocle oscille entre des idées avant-gardistes et des conceptions mystiques. Son œuvre n'a peut-être pas eu l'impact révolutionnaire d'un Anaximandre ou d'un Xénophane, mais elle reste un maillon essentiel dans l'histoire de la pensée occidentale, ayant influencé aussi bien la physique que la philosophie. Autour d'Anaxagore maintenant. Ce dernier a vécu entre 500 et 428 avant Jésus-Christ. Il introduit à son tour un concept totalement différent des autres. Il n'est plus question de théorie physique ou de substance indéterminée, mais de ce qu'il appelle le nous, une intelligence cosmique qui régit et organise l'univers. Cette intelligence cosmique
est le principe premier. Contrairement aux philosophes qui lui ont précédé, il ne recherche pas d'éléments ou de causes matérielles originelles, cette intelligence mettant tout en mouvement. Il rejette les autres éléments d'Empédocle, il rejette la nature de la substance d'Anaximandre, en proposant lui-même une substance qui contient une part de toutes les autres, ce qui pour lui explique la diversité du monde. Sa théorie métaphysique pourrait sembler farfelue, mais ses idées en astronomie sont cependant très intéressantes. Par exemple, il comprend que le Soleil est une masse chaude incandescente qui est plus grande que la Terre. Il propose également une hypothèse rationnelle pour expliquer les éclipses qui se passent de l'intervention divine. L'influence d'Anaxagore est centrale dans la pensée grecque. Il est d'ailleurs le premier philosophe à s'installer à Athènes pour y enseigner la philosophie. Socrate et Platon évoqueront son rôle dans le processus de rationalisation de la pensée. D'ailleurs, Socrate cite l'idée du nous d'Anaxagore dans le Phédon, la trouvant intéressante, mais constatant cependant que ce dernier n'avait pas assez développé son concept. On continue avec le philosophe Zénon d'Élée. Ce dernier a vécu entre 490 et 430 avant Jésus-Christ. Zénon est le disciple de Parménide. J'ai hésité à parler de lui car je discute déjà de la pensée de Xénophane qui se rapproche de celle de Parménide. Mais j'ai tout de même décidé d'explorer avec vous la doctrine de Zénon car ce dernier est à l'origine de réflexions et de paradoxes très connus. En effet, Zénon a énoncé un paradoxe qui porte son nom et qui propose que le mouvement est en fait une illusion. Ce paradoxe est celui d'Achille et de la tortue. Achille ne peut jamais rattraper la tortue si elle a une avance sur lui, car il doit toujours parcourir une infinité de distances plus petites. En gros, il s'agit d'une dichotomie. Avant d'atteindre un point donné, il faut parcourir la moitié de la distance à ce point, puis la moitié de la moitié, etc. jusqu'à l'infini. En réalité, il ne s'agit pas vraiment d'un paradoxe, car l'énoncé est mal posé. Le temps que met Achille pour atteindre la tortue était en réalité bien défini, et on démontre facilement qu'il existe un point dans l'espace et le temps à partir duquel Achille dépasse la tortue. Zénon défend en fait, au travers de ces paradoxes, l'idée de l'être unique, et la thèse de Parménide consistant à dire que la réalité est une, immobile et indivisible. Même s'il s'agit d'une fausse dichotomie, Zénon pose les bases de la réflexion sur l'infini en mathématiques et en logique, et d'une certaine manière, anticipe le calcul infinitésimal et le coupage des intervalles en infini dénombrable. On va clore ce résumé en parlant du philosophe Chrysippe. Chrysippe a vécu entre 279 et 206 avant Jésus-Christ. Vous remarquerez que sa période de vie est drastiquement éloignée de celle des philosophes précédents. Ce n'est pas un détail insignifiant, mais ce n'est pas très important non plus. Si j'ai choisi de parler de Chrysippe, c'est principalement parce que je pense qu'il est le meilleur représentant des philosophes stoïciens de l'époque hellénistique. Chrysippe n'est pas le fondateur du stoïcisme, mais il est celui qui en pose et en formalise le mieux les bases. Le stoïcisme a été fondé par Zénon de Citium, perpétué par Cléante, mais c'est véritablement Chrysippe qui sera le modèle de cette doctrine, modèle qui, plus tard, inspirera Sénèque, Épictète et Marc Aurèle. Chrysippe est à l'origine d'une logique formelle avancée. Il développe par exemple un système basé sur des propositions et des connexions conditionnelles, comme par exemple la proposition suivante, si A, alors B. D'un point de vue épistémologique et métaphysique, Chrysippe affirme que tout est gouverné par une causalité stricte, mais que l'homme reste tout de même responsable de ses actions dans ce cadre précis. Il défend une sorte de compatibilité entre le destin et la liberté intérieure. Ce n'est pas un déterminisme fort comme celui de Spinoza, mais c'est déjà un maillon de la chaîne qui influencera la pensée de ce dernier. Les stoïciens sont également reconnus pour leur position éthique, et Chrysippe ne déroge pas à cette règle, au contraire. Il enseigne par exemple que la vertu est le seul bien et que les passions doivent être contrôlées par la raison. Tout comme ses contemporains, il conseille aux sages de vivre en accord avec la nature et d'accepter sans peur son destin. Étant donné que le format de cette vidéo est un petit peu différent de d'habitude, je ne vais pas donner mon avis comme à l'accoutume. Je pense que j'ai déjà explicité les bons et les mauvais côtés de l'œuvre de Diogène dans ce résumé.
J'espère néanmoins que cette approche un petit peu différente de d'habitude vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, mettez un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, et surtout, abonnez-vous. Moi je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo de résumé d'ouvrages philosophiques. Allez, tchuss!